Une pauvre fillette demande à un jeune millionnaire de jouer du piano à la fête. Sa réponse est inattendue. Teresa passa la main dans ses cheveux blonds, attachés en un chignon serré. Elle regarda Émilie pour la 10e fois en 5 minutes. La fillette de 5 ans était assise sur le lit, balançant ses petites jambes et se mordant la lèvre inférieure, une habitude qui survenait chaque fois qu'elle devenait nerveuse. « Maman, pourquoi je ne peux pas venir avec toi ?» demanda Émilie, ses yeux bleus brillants de larmes contenues. « Parce qu'aujourd'hui est mon premier jour de travail pour la famille Serrano, ma chérie. C'est l'anniversaire de leur fils et je dois aider en cuisine. » Teresa s'agenouilla devant sa fille. La nounou a annulé à la dernière minute, alors tu vas rester ici, dans cette chambre, très silencieuse. Tu as tes livres de coloriage, tes crayons. Mais je veux être avec toi, Émilie. La voix de Teresa devint plus ferme. Promets-moi que tu resteras ici. Cette famille est très importante. Si je perds ce travail. La fillette hocha lentement la tête, mais Teresa vit l'entêtement dans les yeux de sa fille. Elle connaissait ce regard. Je le promets, maman. Teresa embrassa le front de sa fille et sortit, fermant la porte avec précaution. Ses pas résonnèrent dans le couloir avant de disparaître complètement. Émilie resta immobile pendant exactement 3 minutes. Puis, la curiosité l'emporta sur la promesse. Le manoir des Serrano était un monde différent de tout ce qu'elle connaissait. Les couloirs semblaient interminables, avec d'énormes tableaux sur les murs et des tapis moelleux qui absorbaient le son de ses pieds nus. Émilie marcha lentement, attentive à chaque détail. Des voix et des rires venaient de quelque part au loin. La fête. Émilie suivit le son comme une petite souris suivant l'odeur du fromage. Lorsqu'elle arriva en haut du grand escalier, elle resta bouche bée. Le salon principal était rempli de gens élégants. Des hommes en costume et des femmes en robes scintillantes conversaient en petits groupes, tenant des verres qui reflétaient la lumière des lampes géantes. Et là, au centre de tout, se trouvait un piano à queue noire qui ressemblait à un géant endormi. Un jeune homme blond s'approcha de l'instrument. Il devait avoir une vingtaine d'années, avec des yeux vert clair et un sourire qui attirait naturellement les gens autour de lui. Il posa ses doigts sur les touches et, soudain, la musique emplit l'atmosphère. Émilie se cacha derrière la balustrade, mais elle ne pouvait pas le quitter des yeux. Le jeune homme, qui ne pouvait être que Javier, l'enfant fêté, jouait comme s'il conversait avec le piano. Ses doigts dansaient sur les touches avec une aisance qui fit s'accélérer le cœur de la fillette. La musique était belle et triste à la fois. Émilie ferma les yeux et laissa la mélodie l'envelopper. C'était différent des chansons simples qu'elle connaissait, mais cela éveillait quelque chose de familier en elle. Lorsque la musique s'arrêta, les applaudissements remplirent le salon. Javier se leva, fit une révérence et sourit aux invités. « Magnifique comme toujours, mon cher », dit une femme aux cheveux blonds platine qui devait être sa mère. « Javier joue divinement bien », commenta une autre personne. Ce fut à ce moment qu'Émilie prit une décision qui allait tout changer. Elle descendit quelques marchés, avant que son courage ne la quitte, elle fit quelques pas de plus jusqu'à devenir visible pour tous. « Puis-je jouer ?» demanda sa petite voix claire. Le salon entier se tourna pour la regarder. Émilie sentit des dizaines d'yeux sur elle, mais elle ne recula pas. « Oh, pour l'amour de Dieu !» murmura une dame en robe bleue. « D'où vient cette gamine ?»« Quel culot !» dit une autre, en secouant la tête. « Quelqu'un devrait appeler les parents de cette fillette », commenta un homme à lunettes, clairement irrité. Quelques rires discrets résonnèrent dans la pièce. Émilie sentit ses joues rougir, mais elle resta immobile. « Ma chérie, ce n'est pas un endroit où les enfants peuvent jouer, » dit Madame Serrano, s'approchant avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Je ne veux pas jouer, » répondit Émilie. « Je veux jouer du piano. » Plus de rire, maintenant plus fort. Quelqu'un chuchota, ridicule, assez fort pour qu'Émilie l'entende. Une fillette de cette taille n'atteint même pas bien les pédales, ricana un homme corpulent. Elle ne sait probablement même pas où sont les touches, ajouta une femme. Javier, qui avait tout observé en silence, s'approcha. Émilie le regarda avec espoir. « Sais-tu vraiment jouer ?» demanda-t-il, s'accroupissant pour se mettre à sa hauteur. Émilie hocha fermement la tête. « Javier, c'est une fête sérieuse », protesta sa mère. « Nous ne pouvons pas laisser n'importe quelle fillette. »« Juste une chanson, maman. » Il regarda de nouveau Émilie. « Comment t'appelles-tu ?»« Émilie. »« D'accord, Émilie. Voyons ce que tu sais faire. »
Les murmures de désapprobation devinrent plus forts. Émilie entendit quelqu'un dire « ça va être embarrassant » et une autre personne soupirer d'impatience. Ravière prit un coussin et le posa sur le tabouret du piano pour qu'Émilie puisse atteindre les touches. Elle s'assit, ignorant les regards de dédain autour d'elle. « Quelle chanson vas-tu jouer » demanda Ravière gentiment. Émilie ne répondit pas, elle plaça simplement ses petites mains sur les touches et commença. La première note sortit douce et claire, puis la seconde et la troisième. Les rires cessèrent immédiatement. Émilie jouait une mélodie simple, mais il y avait quelque chose dans sa façon de le faire qui fendait l'air comme une lame. Ses petits doigts se mouvaient avec une délicatesse naturelle, comme si le piano était une extension de son propre corps. La musique parlait de nostalgie sans qu'elle ait besoin de dire un mot. Chaque note portait une émotion pure, sans filtre, sans prétention. Il était impossible de ne pas ressentir ce qu'elle ressentait. L'homme qui s'était moqué d'elle avait maintenant la bouche entr'ouverte. La dame en robe bleue avait cessé de secouer la tête. Même Madame Serrano semblait réellement surprise. Émilie ne regardait personne. Elle était complètement perdue dans la musique, comme si rien d'autre n'existait au monde qu'elle et le piano. Ses yeux bleus brillaient d'une intensité qui ne correspondait pas à ses 5 ans. Lorsqu'elle joua la dernière note, le silence se prolongea pendant de longues secondes. Personne ne bougeait, personne ne respirait. Puis les applaudissements commencèrent, timides au début, presque honteux, mais ils grandirent jusqu'à envahir tout le salon. Les mêmes personnes qui s'étaient moquées d'elle applaudissaient maintenant avec une admiration sincère. « Mon Dieu » chuchota quelqu'un. « C'était extraordinaire » dit l'homme aux lunettes, semblant ne pas croire ce qu'il venait de voir. Émilie descendit du tabouret et regarda Ravière, qui applaudissait avec un énorme sourire sur le visage. « Comment as-tu appris à jouer comme ça » demanda-t-il, toujours impressionné. Avant qu'Émilie ne puisse répondre, une voix fendit l'air comme un coup de fouet. « Et, Rose ?» Teresa apparut à l'entrée du salon, le visage rouge et les yeux exorbités de peur. Elle traversa la pièce en courant, passant entre les invités sans se soucier des regards. « Tu aurais dû rester où je t'avais dit. » Teresa écarta Émilie du piano. « Tu m'as causé des problèmes. »« Maman, je voulais juste. »« Pas d'excuses. Nous partons tout de suite. » Teresa saisit fermement la main de sa fille et commença à la tirer vers la sortie. Émilie trébucha, essayant de suivre les pas pressés de sa mère. « Attendez !» Ravière fit un pas en avant. Elle a joué merveilleusement bien. Il n'y a pas lieu. « Je vous présente mes excuses pour le dérangement, monsieur, » dit Teresa sans le regarder. « Cela ne se reproduira pas », elle tira Émilie encore plus vite. La fillette regarda une dernière fois en arrière et vit Ravière debout près du piano avec une expression de confusion et d'admiration. Les applaudissements résonnaient encore dans le salon lorsqu'elles disparurent par la porte principale, laissant derrière elle un moment que personne n'oublierait jamais. Ravière ne put s'endormir cette nuit-là. La musique d'Émilie résonnait dans sa tête comme un doux fantôme qui refusait de partir. Il avait joué du piano toute sa vie. Il avait étudié avec les meilleurs professeurs, mais il n'avait jamais ressenti quelque chose comme ça. La façon dont elle jouait, si pure, si vraie, remua quelque chose en lui qu'il ne savait même pas exister. Il se retourna dans son lit pour la 10e fois, regardant le plafond orné de sa chambre. Les épais rideaux bloquaient toute lumière extérieure, mais il savait tout de même qu'il faisait déjà jour. Il avait entendu les oiseaux commencer à chanter il y a 1 heure. Comment une fillette de 5 ans pouvait-elle jouer avec tant d'émotion? D'où venait cette technique? Et surtout, pourquoi cela l'affectait-il autant? Ravière avait grandi dans un monde où la musique était un spectacle, où chaque note devait être parfaite, où l'important était d'impressionner le public. Mais Émilie jouait comme si la musique était un souffle, naturel, nécessaire, vital. Le lendemain matin, il descendit prendre son petit déjeuner plus tôt que d'habitude. La maison était silencieuse. Seul le son lointain de casseroles provenant de la cuisine rompait le silence. Ses parents dormaient encore. Ils ne se réveillaient jamais avant 10 heures. « Bonjour, monsieur Ravière » dit Margarita, la chef cuisinière, lorsqu'il apparut à la porte de la cuisine. C'était une femme robuste aux cheveux gris qui travaillait pour la famille depuis plus de 15 ans. « Bonjour, Margarita. Teresa est là. » Margarita montra le jardin arrière. « Elle est arrivée tôt aujourd'hui. Elle étend le linge. Voulez-vous que je l'appelle ? Ce n'est pas nécessaire. Merci.
Margarita l'observa avec curiosité. Il était rare que Javier cherche les employés, surtout si tôt, mais elle ne dit rien. Elle retourna simplement préparer le petit déjeuner. Javier sortit par la porte arrière et trouva Teresa accrochant des draps à l'étendage. Le jardin était frais avec la rosée du matin et l'air sentait l'herbe mouillée et les fleurs. Teresa lui tournait le dos, concentrée sur son travail. Elle le vit s'approcher et se tendit immédiatement, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle mettait une pince sur la corde. « Monsieur Javier, dit-elle, baissant la tête. Si c'est à propos d'hier, je vous présente 1000 excuses. Émilie n'aurait pas dû. Ce n'est pas ça. » Javier leva la main pour l'interrompre. « En fait, je voulais parler précisément de ça, d'Émilie. » Teresa lâcha le drap qu'elle tenait et se tourna complètement vers lui. Ses yeux bleus étaient remplis d'inquiétude et Javier remarqua les cernes sombres sous ses yeux. Elle n'avait probablement pas bien dormi non plus. Elle ne se mêlera plus de ce qui ne la regarde pas, je vous le promets. Je trouverai quelqu'un pour la garder quand je travaillerai. Peut-être que Madame Henderson, la voisine, pourra. Teresa, vous ne comprenez pas, Javier fit un pas de plus. Comment s'est-elle jouée comme ça? La question prit Teresa par surprise. Elle cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle n'était pas sûre d'avoir bien entendu. Monsieur, comment s'est-elle jouée du piano? Répéta Javier plus lentement. Une fillette de 5 ans ne joue pas de cette manière par hasard. Quelqu'un lui a appris et je veux savoir qui. Teresa garda le silence un long moment, jouant nerveusement avec la pince à linge dans sa main. Javier attendit, lui laissant le temps de digérer la question. Son père, dit Teresa finalement, sa voix presque un murmure. Son père est musicien. Teresa secoua la tête et Javier vit des larmes monter dans ses yeux. Il l'était. David était musicien. Elle déglutit et leva les yeux au ciel comme si elle essayait de rassembler son courage. Il jouait du piano dans les bars, lors de petits événements, des mariages, des anniversaires. Il ne gagnait pas beaucoup, mais il aimait ce qu'il faisait. Il disait que la musique était sa façon de parler au monde. Javier hocha la tête, l'encourageant à continuer. Quand Émilie était petite, il passait des heures à jouer pour elle. Un sourire triste apparut sur le visage de Teresa. Elle s'asseyait sur ses genoux, essayant d'atteindre les touches avec ses petites mains. David disait qu'elle avait un talent naturel, qu'elle pouvait sentir la musique d'une manière que la plupart des gens ne peuvent pas, il lui a appris formellement? Non, ce n'était pas ça. Teresa secoua la tête. David ne croyait pas aux cours traditionnels. Il disait qu'on apprend d'abord à ressentir, puis on apprend la technique. Émilie a appris en regardant, en écoutant, en imitant. C'était comme si elle absorbait la musique de l'air. Et où est-il maintenant? Le sourire disparut complètement. Teresa ferma les yeux un instant avant de répondre. Il est mort. Un arrêt cardiaque. Émilie avait 4 ans. Teresa s'essuya les yeux du revers de la main. C'est arrivé soudainement. Il jouait à la maison. Elle était à ses côtés, comme toujours. D'un instant à l'autre, il s'est simplement arrêté. Javier sentit un poids sur la poitrine. Teresa, je suis vraiment désolé. C'était il y a plus d'1 an, mais... Teresa soupira profondément. Émilie n'a pas compris au début. Elle demandait quand papa allait se réveiller, quand ils joueraient à nouveau ensemble. Elle s'asseyait sur le vieux piano que nous avions, jouant les chansons qu'il lui avait apprises, espérant qu'il reviendrait. Vous avez toujours le piano? Nous avons dû le vendre. Nous avions besoin d'argent. La voix de Teresa devint encore plus basse. Émilie a pleuré pendant des jours. C'était la seule chose qui lui restait de son père. Depuis, elle n'avait touché aucun piano avant hier. Javier comprit. C'est pourquoi Émilie avait été si magnétisée par le piano à la fête. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était un besoin. La musique est la seule chose qui lui reste de lui, continua Teresa. C'est comme si, quand elle joue, il était toujours là d'une certaine manière. C'est pourquoi elle joue comme ça. Ce n'est pas de la technique, c'est de l'amour, c'est de la nostalgie, c'est une conversation avec quelqu'un qui n'est plus là. C'est pourquoi elle joue avec tant d'émotion. David disait toujours que la musique ne consiste pas à jouer les bonnes notes, mais à ressentir des choses vraies. Émilie n'a jamais appris à lire des partitions, elle n'a jamais eu de cours formels. Elle ressent simplement. Javier garda le silence, assimilant tout ce qu'il avait entendu. Soudain,
la performance d'Émilie la veille avait beaucoup plus de sens. Ce n'était pas seulement un talent naturel, c'était de l'amour transformé en musique, de la nostalgie devenant mélodie. Puis-je vous poser une question? Dit Teresa avec hésitation. Bien sûr. Pourquoi cela vous intéresse-t-il? Émilie n'est qu'une fillette. Elle fit un geste vague, clairement mal à l'aise. Pauvre. Fille d'une employée. Pourquoi quelqu'un comme vous s'en soucierait-il? La question était juste et Javier réfléchit attentivement avant de répondre. Parce qu'hier soir, elle m'a appris quelque chose sur la musique que je n'avais jamais appris en toutes mes années d'études. Il regarda Teresa droit dans les yeux. Je joue du piano depuis l'âge de 4 ans. J'ai eu les meilleurs professeurs. J'ai étudié dans les meilleures écoles. Mais Émilie, elle m'a rappelé pourquoi j'ai commencé à jouer du piano. Elle m'a rappelé que la musique est sentiment, pas spectacle. Teresa semblait ne pas savoir quoi dire. J'aimerais la revoir, dit Javier. Monsieur, Émilie. J'aimerais la voir jouer à nouveau. Il marqua une pause. En fait, j'aimerais jouer avec elle. Teresa pâlit. Monsieur Javier, je ne pense pas que ce soit approprié. Sa mère a déjà été très claire hier que. Ma mère n'a pas besoin de le savoir. Javier s'approcha. Teresa, votre fille a un don. Ce serait un crime de ne pas le cultiver. Je ne peux pas risquer mon emploi. C'est tout ce que j'ai. Si je perds ce travail et si je vous garantis que cela n'arrivera pas? Teresa l'étudia un long moment. Pourquoi feriez-vous cela? Pourquoi prendriez-vous des risques pour nous? Parce que je reconnais quelque chose de spécial quand je le vois et parce que... Javier hésita, cherchant les mots justes. Parce que j'ai l'impression qu'Émilie peut m'apprendre autant que je peux lui apprendre. Teresa se mordit la lèvre, clairement partagée. Javier pouvait voir le conflit dans ses yeux, le désir de donner des opportunités à sa fille luttant contre la peur de perdre sa stabilité. Juste une fois, dit Javier gentiment. Laissez-moi jouer avec elle juste une fois. Si vous ne vous sentez pas à l'aise après, je ne vous le demanderai plus. Après un long silence, Teresa hocha lentement la tête. Une fois, mais si votre mère l'apprend. Elle ne l'apprendra pas. 3 heures plus tard, Émilie était assise sur le tabouret du piano dans la salle de musique, une pièce plus petite et plus intime que le salon principal. Javier avait choisi cet espace à dessein. C'était plus privé, loin des regards curieux des autres employés, et il avait une meilleure acoustique pour les conversations musicales. Émilie était différente de la veille, sans la simple petite robe qu'elle avait portée en cachette à la fête. Elle portait maintenant un jean usé et un t-shirt jaune avec un dessin de papillon. Ses cheveux blonds étaient lâches, tombant en boucles douces sur ses épaules, et elle balançait ses jambes qui n'atteignaient pas le sol. « Tu n'es pas nerveuse ?» demanda Javier en s'asseyant à côté d'elle sur le tabouret. Émilie secoua la tête avec détermination. « Pas avec le piano. Le piano est un ami. » La réponse fit sourire Javier. « Ton père t'a appris ça? Papa disait que le piano n'est pas un instrument, c'est une conversation. » Émilie posa ses petites mains sur les touches avec révérence. Il disait que si j'écoutais bien, le piano me raconterait des secrets. Quel genre de secrets? Des secrets de gens tristes, de gens heureux, de gens nostalgiques. Émilie regarda Javier avec ses yeux bleus brillants qui semblaient trop vieux pour son âge. Toi, est-ce que quelque chose te manque? La question prit Javier complètement au dépourvu. Pourquoi demandes-tu ça? Parce qu'hier tu as joué de la musique nostalgique, la nostalgie du temps où la musique était plus agréable, où elle était plus vraie. Javier garda le silence. La perspicacité de la fillette était étonnante. Comment pouvait-elle si bien lire quelque chose qu'il admettait à peine lui-même? Peut-être, admit-il après un instant. Et toi, qu'est-ce qui te manque? Papa. La réponse fut simple et directe, sans drame, comme si c'était juste un fait de la vie. Mais quand je joue, il est moins loin. Comment ça? Quand je joue les chansons qu'il m'a apprises, c'est comme s'il était assis ici à côté, ou qu'il m'aidait. Émilie sourit doucement. Parfois, je l'entends même dire, c'est ça, Émilie. Sens d'abord la musique, puis laisse tes doigts suivre. Le cœur de Javier se serra. Alors, jouons ensemble. Peut-être qu'ainsi, nous pourrons tous les deux nous sentir moins éloignés des choses qui nous manquent. Émilie sourit. Le premier vrai sourire, et complètement heureux, que Javier lui avait vu.
Puis elle commença à jouer. C'était la même musique que la veille, mais maintenant Javier pouvait bien l'entendre. Sans les distractions de la fête, sans les murmures des invités, chaque note était placée avec soin, avec intention. Il n'y avait pas de précipitation, pas de technique inutile, juste de la musique pure, honnête, réelle. Après quelques mesures, Javier commença à l'accompagner. Il jouait une harmonie simple, laissant Émilie mener complètement. Il ne voulait pas éclipser sa musique, il voulait danser avec elle. Et puis quelque chose de magique se produisit. Émilie le regarda et sourit. Et soudain, ils ne jouaient plus deux parties séparées, ils créaient quelque chose de nouveau ensemble, quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu faire seul. Javier suivait son rythme et elle répondait à ses harmonies comme s'ils avaient une conversation sans mots. Quand Émilie accélérait, il accélérait avec elle. Quand elle adoucissait son toucher, il l'adoucissait aussi. Ils rirent quand Émilie tenta un passage plus complexe et trébucha presque sur les touches. Javier l'aida, lui montrant un doigté plus facile et elle apprit instantanément. « Tu apprends très vite, dit-il, impressionné. Papa disait que j'ai l'oreille musicale, que je peux entendre ce que la musique veut être. Ton père avait tout à fait raison. » Ils continuèrent à jouer, expérimentant différentes mélodies avec Émilie, toujours surprise lorsque Javier parvenait à l'accompagner parfaitement, anticipant ses changements comme s'il pouvait lire son esprit musical. « Comment sais-tu ce que je vais jouer » demanda-t-elle à un moment, s'arrêtant au milieu d'une phrase musicale. « Je ne sais pas, j'écoute simplement ce que tu ressens et je réponds. » « C'est ça, une conversation de piano ?»« Je crois que oui. » Émilie gloussa. « Papa t'aurait beaucoup aimé. » Les mots réconfortèrent le cœur de Javier d'une manière inattendue. Cela signifiait plus que n'importe quel compliment qu'il avait reçu. Ils étaient si absorbés par la musique, si perdus dans leur propre monde de mélodie et d'harmonie, qu'ils ne remarquèrent pas la silhouette silencieuse en haut de l'escalier. Madame Serrano était descendue pour vérifier quelque chose dans le bureau lorsqu'elle entendit le son du piano provenant de la salle de musique. Ce n'était pas inhabituel, Javier pratiquait quotidiennement. Mais il y avait quelque chose de différent dans la musique aujourd'hui. Quelque chose de plus joyeux. Curieuse, elle monta silencieusement jusqu'au point où elle pouvait voir l'intérieur de la salle sans être vue. Ce qu'elle vit la laissa absolument glacée. Son fils, l'héritier de la famille Serrano, était assis au piano, jouant avec la fille de l'employé comme s'ils étaient égaux. Ils riaient ensemble, conversaient comme des amis, partageaient le tabouret du piano comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Pire encore, Javier semblait réellement heureux, plus heureux qu'elle ne l'avait vu depuis des années. Ses yeux brillaient d'une manière qu'elle n'avait pas vue depuis qu'il était enfant. Madame Serrano serra les lèvres en une ligne fine et ses yeux bleus clairs durcirent comme de la glace. C'était inacceptable, complètement inacceptable. Une chose était de tolérer que la fillette joue une fois à la fête. C'était embarrassant, mais au moins, c'était vite terminé. Mais ça, c'était différent. C'était son fils qui s'attachait à la fille de l'employé comme si elle était son égale. Et si quelqu'un les voyait? Et si d'autres employés commençaient à penser qu'ils pouvaient amener leurs enfants jouer avec Javier? Où cela finirait-il? Elle observa pendant quelques minutes de plus, son indignation grandissant à chaque rire partagé, à chaque moment de complicité musicale. Quand elle vit Émilie apprendre quelque chose à Javier, la fille de l'employé enseignant à l'héritier Serrano, elle dut se retenir de descendre et d'interrompre tout sur le champ. Madame Serrano fit demi-tour et monta les escaliers en silence, son esprit déjà en train de travailler sur la façon de résoudre cette situation avant qu'elle ne devienne complètement incontrôlable. Cela devait cesser, et cela cesserait. Dans la salle de musique, Javier et Émilie continuaient de jouer, complètement inconscients d'avoir été observés. Ils étaient perdus dans leur propre univers, où la musique était un langage universel et l'amitié ne connaissait pas de barrière sociale. Pour l'instant, c'était juste eux, le piano et le souvenir d'un père qui avait planté une graine musicale qui fleurissait maintenant de façon qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. 2 semaines s'étaient écoulées depuis leur première rencontre dans la salle de musique et Javier découvrait qu'il attendait ces moments comme il n'avait jamais rien attendu auparavant. Lui et Émilie avaient créé une routine silencieuse, tous les mardis et jeudis à 15 heures, lorsque la maison était plus calme et ses parents se reposaient, ils se retrouvaient dans la salle de musique. Javier arrivait toujours le premier, préparant l'ambiance. Il ouvrait les rideaux pour laisser entrer la douce lumière de l'après-midi. Il ajustait le tabouret du piano et plaçait le coussin qu'Émilie utilisait pour bien atteindre les touches. De petits rituels qui étaient devenus précieux pour lui. Émilie apparaissait toujours ponctuellement,
ses pas légers résonnant dans le couloir. Elle n'avait jamais besoin de frapper à la porte, elle entrait simplement comme si cet espace lui appartenait autant qu'à lui. « Bonjour, Ravière, dit-elle ce jeudi, comme toujours, avec un sourire qui illuminait tout son visage. « Bonjour, Émilie, comment s'est passée ta matinée? J'ai aidé maman en cuisine. Margarita m'a laissé battre les œufs pour le gâteau. » Émilie monta sur le tabouret et ajusta le coussin. « Et toi? » Cours de français avec le professeur Logène. Ravière fit une grimace. 3 heures de verbes irréguliers. Émilie rit. Papa savait parler français. Il me chantait des chansons françaises pour m'endormir. C'était toujours comme ça. Émilie parlait de son père naturellement, sans tristesse forcée, comme si c'était une partie normale de la conversation. Ravière avait appris à ne pas se sentir mal à l'aise avec ses mentions. En fait, il les aimait. À travers ces histoires, il apprenait à connaître l'homme qui avait appris à Émilie à voir la musique comme quelque chose de vivant. « Quelle chanson française te chantait-il » demanda Ravière en s'asseyant à ses côtés. Frère Jacques, mais il changeait les paroles, il la rendait amusante. Émilie commença à jouer la mélodie simple de la comptine, mais avec de petites variations qui la rendaient spéciale. Il disait que toute chanson peut être différente si tu y mets ton cœur. Ravière écouta en silence, impressionné comme toujours par la manière naturelle qu'avait Émilie de transformer même la musique la plus simple en quelque chose d'unique. « Veux-tu que je t'apprenne une nouvelle chanson aujourd'hui » demanda-t-il quand elle eut fini. « Oui. » Émilie applaudit. « Mais pas trop difficile. Mes doigts sont encore petits. » Ravière sourit. Il avait appris à choisir des morceaux qui mettaient Émilie au défi sans la frustrer. Aujourd'hui, il avait préparé une mélodie de Chopin adaptée pour des mains plus petites. « C'est une chanson sur l'eau » expliqua-t-il, commençant à jouer les premières mesures. Le compositeur a voulu imiter le son de la pluie qui tombe. Émilie ferma les yeux, écoutant attentivement. Ravière l'observa pendant qu'il jouait, voyant son visage se transformer à mesure que la musique coulait. C'était comme si elle pouvait voir les gouttes de pluie que Chopin avait imaginées. « Puis-je essayer » demanda-t-elle quand il eut fini. « Bien sûr, je te montrerai lentement. » Ravière guida ses doigts sur les touches, montrant le mouvement qui imitait les gouttes de pluie. Émilie absorbait tout comme une éponge, répétant chaque geste jusqu'à ce qu'elle puisse le faire seule. « Comme ça » demanda-t-elle, jouant le passage. « Parfait. Maintenant, essaie d'imaginer comment la pluie tombe. Parfois elle est forte, parfois elle est douce. » Émilie hocha la tête et essaya à nouveau. Cette fois, elle varia l'intensité du toucher, faisant en sorte que la musique sonne vraiment comme une pluie qui change de rythme. « Tu as un don spécial » dit Ravière, réellement admiratif. « Tu peux sentir la musique avant même d'apprendre à bien la jouer. Papa disait que la musique vit ici. » Émilie désigna sa poitrine. « Et que les doigts obéissent seulement à ce que le cœur commande. » Ils continuèrent à pratiquer la chanson de Chopin pendant quelques minutes de plus, Émilie s'améliorant à chaque essai. Ravière l'aidait quand c'était nécessaire, mais principalement, il observait, fasciné par sa capacité à apprendre, non par la technique, mais par le sentiment. « Ravière, dit Émilie soudain, arrêtant de jouer, puis-je te raconter quelque chose ? » Bien sûr. Parfois je rêve de papa. Elle regarda les touches du piano. Dans le rêve, il joue du piano et je suis assise sur ses genoux comme avant. Et quand je me réveille, je deviens triste parce que ce n'est pas vrai. Ravière sentit son cœur se serrer. Émilie. Mais quand je joue du piano avec toi, je ne deviens pas triste. Elle le regarda avec ses yeux bleus sérieux qui. C'est comme si papa était heureux parce que j'ai un ami qui aime la musique comme lui. Les mots d'Émilie touchèrent Ravière d'une manière inattendue. Personne ne lui avait jamais parlé de cette manière, si honnête, si directe, si vraie. Émilie, tu es aussi mon amie, dit-il doucement. L'une des meilleures amies que j'ai jamais eues. Même si je suis petite et que tu es grand. L'âge n'a pas d'importance quand 2 personnes se comprennent vraiment. Émilie sourit et recommença à jouer. Cette fois, elle choisit une chanson que Ravière n'avait jamais entendue auparavant. C'est une nouvelle, observa-t-il. Papa m'a appris celle-ci. Il disait que c'était une chanson d'amitié. Émilie jouait lentement, chaque note claire et douce. Il l'a inventée pour moi quand j'étais triste parce que je n'avais pas d'amis à l'école. Ravière écouta en silence, mémorisant chaque note. La mélodie était simple,
mais profondément émouvante, comme tout ce qu'Émilie jouait. « Puis-je la prendre » demanda-t-il quand elle eut fini. « Bien sûr, comme ça nous pourrons la jouer ensemble. » Émilie enseigna la chanson à Ravière avec la patience d'une professeure expérimentée, malgré ses seulement 5 ans. Elle le corrigeait gentiment quand il se trompait. Elle la lui montrait de nouveau quand il ne comprenait pas, toujours avec le même doux sourire. « Pas comme ça » dit-elle, posant sa petite main sur la sienne pour lui montrer le bon mouvement. « Il faut que ce soit plus affectueux. » Ravière essaya à nouveau, cette fois en mettant plus de douceur dans son toucher. « C'est ça. » Émilie applaudit. Maintenant, c'est vraiment une chanson d'amitié. Ils jouèrent la chanson ensemble plusieurs fois, Ravière faisant l'harmonie pendant qu'Émilie menait la mélodie. C'était un moment parfait. Deux amis unis par la musique, créant quelque chose de beau ensemble. « Ravière, » dit Émilie quand ils eurent fini de jouer, « es-tu heureux ?» La question prit Ravière par surprise. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Parce qu'avant que nous soyons amis, tu avais toujours l'air un peu triste quand tu jouais du piano. Maintenant, tu as l'air plus lumineux. » Ravière réfléchit à son observation. C'était vrai. Avant de connaître Émilie, jouer du piano était devenu une obligation, quelque chose qu'il faisait parce qu'on l'attendait de lui. Maintenant, la musique était redevenue une joie. « Je crois que oui » admit-il. « Je crois que je suis plus heureux maintenant. »« Moi aussi » dit Émilie. « Simplement après que papa soit mort, je pensais que je n'aimerais plus jamais jouer du piano avec personne. Mais avec toi, c'est différent. » « Comment c'est différent avec toi ?»« C'est comme converser sans mots, exactement comme papa disait que la musique devait l'être. » Ils restèrent silencieux un instant, regardant simplement les touches du piano. Ravière ressentait une connexion avec Émilie qui allait au-delà de l'âge, au-delà des différences sociales. C'était une connexion d'âme qui comprenait le même langage. « Veux-tu essayer de jouer une chanson inventée » suggéra Émilie soudainement. « Comment ça ? Nous l'inventons ensemble. Tu commences. Je continue, puis tu continues à nouveau. » Ravière sourit. « Essayons. » Il commença par une mélodie simple, juste quelques notes qui sonnaient bien ensemble. Émilie attendit qu'il termine la phrase musicale puis ajouta sa propre continuation, captant le ton de sa musique et la menant dans une direction légèrement différente. Ravière répondit à ce qu'elle avait joué, construisant sur son idée. Émilie rit et ajouta quelques notes de plus, créant une petite variation qui rendit la musique plus intéressante. Ils continuèrent ainsi pendant plusieurs minutes, créant une composition unique qui naissait sur le moment, fruit de la collaboration parfaite entre deux esprits musicaux qui se complétaient. « C'est notre chanson » dit Émilie quand ils eurent fini, souriant fièrement. « Notre chanson » acquiesça Ravière. « Personne d'autre ne la jouera jamais exactement pareil, parce que nous seuls savons comment elle est née. » C'était vrai, cette chanson était la leur, créée sur le moment, impossible à reproduire exactement pareil. C'était le symbole parfait de l'amitié qu'ils avaient construite, unique, spéciale, irremplaçable. Quand vint l'heure pour Émilie de partir, Ravière ressentit la même pincée de tristesse qu'il ressentait toujours. Ces 2 heures passaient vite et il voulait toujours plus de temps. « Jusqu'à mardi » demanda Émilie, comme elle le faisait toujours. « Jusqu'à mardi » confirma Ravière. Émilie lui fit un rapide câlin avant de s'éloigner en courant. Ravière resta assis au piano quelques minutes de plus, jouant doucement la chanson qu'ils avaient créée ensemble. Il savait qu'ils vivaient quelque chose de spécial, une amitié qui allait au-delà de toute différence, construite sur la base solide de la musique et de la compréhension mutuelle. C'était une amitié d'âme à âme et il ne les changerait pour rien au monde. Madame Serrano avait passé 2 semaines à observer, 2 semaines à remarquer les sourires différents sur le visage de Ravière, les regards qu'il dirigeait vers la salle de musique, la façon dont il semblait plus animé les mardis et jeudis. 2 semaines à voir Teresa nerveuse, toujours à regarder autour d'elle comme si elle cachait quelque chose. Elle n'était pas stupide, elle savait exactement ce qui se passait. Ce lundi matin-là, Madame Serrano prit sa décision. Elle enfila son tailleur bleu marine le plus formel, attacha ses cheveux blonds en un chignon impeccable et descendit à la cuisine avec une expression qui fit baisser la tête à tous les employés automatiquement. « Teresa, dit-elle, sa voix tranchante comme une lame. Je dois vous parler maintenant. » Teresa, qui lavait la vaisselle dans l'évier, sentit son sang se glacer. Elle connaissait ce ton. Elle avait entendu d'autres employés recevoir le même traitement avant d'être licenciés. « Oui, madame » murmura Teresa,
s'essuyant les mains sur son tablier. Dans mon bureau. Le bureau de Madame Serrano était au 2e étage, une pièce élégante avec des meubles en acajou et des étagères remplies de livres qui n'avaient probablement jamais été lus. C'était un environnement conçu pour intimider, et cela fonctionnait parfaitement. Teresa entra et se tint devant le bureau, les mains jointes devant son corps. Madame Serrano s'assit derrière le bureau en chêne massif, ses froids yeux bleus étudiant Teresa, comme un prédateur étudierait une proie. « Asseyez-vous » dit Madame Serrano, désignant la chaise devant le bureau. Teresa s'assit sur le bord de la chaise, le dos droit, essayant de paraître plus sûre d'elle qu'elle ne l'était. « Teresa, depuis combien de temps travaillez-vous ici ?»« 3 semaines, madame. »« 3 semaines. Et en ces 3 semaines, vous avez fait du bon travail en cuisine. Margarita parle bien de vous. »« Merci, madame. Mais il y a un problème. » Madame Serrano se pencha en avant, posant ses coudes sur le bureau. Un problème sérieux qui doit être résolu immédiatement. Teresa déglutit. Un problème, madame? Votre fille. Les 2 mots tombèrent comme des pierres dans l'estomac de Teresa. Elle tenta de garder une expression neutre, mais elle savait qu'elle avait échoué. Émilie, continua Madame Serrano, prononçant le nom comme si c'était quelque chose de désagréable. Elle a été très présente ici ces derniers temps. Elle reste dans sa chambre quand je viens travailler, madame. Elle ne dérange personne. Elle ne dérange personne. Madame Serrano rit, mais il n'y avait aucune joie dans ce son. Teresa, je ne suis pas aveugle. Je sais exactement ce qui s'est passé. Teresa sentit son cœur s'accélérer. Madame. Votre fille a été dans la salle de musique avec mon fils. La voix de Madame Serrano devint plus basse, plus dangereuse, jouant du piano, conversant, agissant comme s'ils étaient amis. Le mot « ami » sortit de sa bouche comme une insulte. Madame, puis-je expliquer? Le pouvez-vous? Madame Serrano se leva brusquement. Alors, expliquez-moi comment une employée permet à sa fille d'avoir libre accès à ma maison. Expliquez-moi comment une fillette de 5 ans croit pouvoir fréquenter l'héritier de la famille Serrano comme s'ils étaient égaux. Teresa ouvrit et ferma la bouche, essayant de trouver des mots qui ne lui feraient pas perdre son travail sur le champ. Javier lui a demandé de jouer avec lui, dit Teresa finalement. Je lui ai dit que ce n'était pas approprié, mais il a insisté. Je ne voulais pas manquer de respect au fils de madame. Ah, alors c'est la faute de mon fils? Les yeux de Madame Serrano brillèrent dangereusement. Javier est un jeune homme aimable. Lui, Teresa, il ne comprend pas les implications de ce que vous avez fait, mais moi, je les comprends. Implications, madame? Madame Serrano marcha vers la fenêtre, regardant le jardin où Émilie jouait parfois en attendant que Teresa finisse son travail. Savez-vous quelle est votre place ici, Teresa? Demanda-t-elle sans se retourner. Oui, madame. Je travaille en cuisine. Exactement. Vous travaillez en cuisine. Vous êtes une employée. Madame Serrano se retourna lentement. Et les employés n'élèvent pas des enfants qui croient pouvoir se mêler à la famille qui les emploie. Teresa sentit ses yeux la piquer à cause des larmes, mais elle les retint. Elle ne pouvait pas pleurer. Pas devant elle. Ma fille ne pense rien de tout ça, madame. C'est juste une fillette qui aime la musique. Une fillette qui doit apprendre sa place dans le monde. Madame Serrano retourna à son bureau. Et vous devez le lui apprendre. Que voulez-vous que je fasse, madame? C'est simple. Madame Serrano se rassit avec sa posture droite et autoritaire. Votre fille ne reviendra plus jamais ici. Teresa sentit comme si elle avait reçu un coup de poing dans l'estomac. Madame, je n'ai personne avec qui la laisser. La nounou a annulé. Et ce n'est pas mon problème. La voix de Madame Serrano devint coupante. Trouvez une solution. Laissez-la chez une voisine. Cherchez une garderie. Peu m'importe, mais elle ne remettra plus jamais les pieds dans cette maison. S'il vous plaît, madame. Émilie n'a rien fait de mal, elle a juste joué du piano. Elle a joué du piano, oui. Elle a conversé avec mon fils comme s'ils étaient égaux. Elle a agi comme si elle appartenait ici. Madame Serrano frappa la main sur le bureau. C'est inacceptable, Teresa. Vous êtes une employée. Votre fille n'appartient pas à cet environnement. Et si vous ne pouvez pas comprendre cela, peut-être que vous n'appartenez pas ici non plus.
La menace était claire. Teresa baissa la tête. Je comprends, madame. J'espère que vous comprenez vraiment. Madame Serrano se leva à nouveau. Parce que je vais être très clair. Si je revois votre fille dans cette maison, si j'apprends qu'elle a eu un quelconque contact avec Javier, vous serez licencié immédiatement. Sans référence, sans préavis. Compris? Oui, madame. Et Teresa. Madame Serrano s'arrêta à la porte. Ne croyez pas que vous pouvez en parler à Javier. S'il apprend que nous avons eu cette conversation, vous partez aujourd'hui même. Teresa hocha la tête, incapable de parler. Très bien. Maintenant, retournez à votre travail et assurez-vous que cette situation ne se reproduise plus. Madame Serrano sortit, laissant Teresa seule dans le bureau. Pendant un long moment, elle resta assise là, essayant de digérer ce qui s'était passé. Émilie ne pourrait plus venir au manoir. Elle ne pourrait plus jouer du piano, elle ne pourrait plus revoir Javier. Teresa savait combien ces après-midi signifiaient pour Émilie. Elle avait vu à quel point sa fille était excitée les mardis et jeudis, comment ses yeux brillaient quand elle parlait des nouvelles chansons que Javier lui apprenait. Mais elle savait aussi qu'elle n'avait pas le choix, elle avait besoin de ce travail, c'était tout ce qu'elles avaient. Le lendemain, mardi, Émilie attendit avec impatience dans la petite maison où elle vivait dans le quartier ouvrier, à quelques kilomètres du manoir. « Maman, n'est-ce pas l'heure » demanda-t-elle pour la 3e fois, regardant l'horloge murale. « Aujourd'hui, nous n'y allons pas, ma chérie, dit Teresa, évitant de regarder sa fille dans les yeux. « Pourquoi ? Javier attend. C'est le jour d'une nouvelle chanson. J'ai pensé qu'il valait mieux que tu restes aujourd'hui avec Madame Henderson. Elle a dit qu'elle pouvait te garder quand je travaillerais. » Émilie fronça les sourcils. « Mais je veux venir avec toi. Je veux jouer du piano avec Javier. » Émilie. Teresa s'agenouilla devant sa fille, le cœur brisé. « Tu ne peux plus venir avec moi au travail. » Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai pensé que c'était mieux ainsi. Émilie étudia le visage de sa mère un long moment. Bien que petite, elle pouvait lire les émotions des gens, surtout celles de sa mère. « J'ai fait quelque chose de mal ? » demanda sa petite voix inquiète. « Non, ma chérie, tu n'as rien fait de mal. » Alors, pourquoi je ne peux plus jouer du piano ? Teresa ferma les yeux, essayant de trouver des forces. Parce que parfois les choses changent, Émilie, et nous devons l'accepter. Émilie ne dit rien de plus, mais Teresa vit la tristesse se répandre sur le petit visage de sa fille comme un nuage couvrant le soleil. Au manoir Serrano, Javier attendit dans la salle de musique jusqu'à 16h. Émilie arrivait toujours ponctuellement à 15h, mais aujourd'hui elle n'était pas venue. Il se demanda si elle était malade, si quelque chose s'était passé. Quand il fut 16h30 et qu'Émilie n'était toujours pas là, Javier décida de chercher Teresa. Il la trouva en cuisine, aidant Margarita à préparer le dîner. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Ses épaules semblaient tendues et elle évitait de le regarder directement. « Teresa » dit Javier, s'approchant. « Émilie va bien ? Elle n'est pas venue aujourd'hui. » Teresa laissa ce qu'elle faisait, mais ne se retourna pas. « Elle va bien, monsieur Javier. »« Mais où est-elle ? » ?»« C'est mardi. J'ai préféré la laisser chez une voisine. »« Je ne veux plus déranger, Javier. » Javier fronça les sourcils. « Déranger, Teresa ? » Émilie ne dérange jamais. Elle, monsieur Javier, l'interrompit Teresa, sa voix plus ferme que d'habitude. Avec tout le respect que je vous dois, je crois que c'est mieux ainsi. Émilie a besoin d'apprendre à rester avec d'autres personnes. Il y avait quelque chose dans la voix de Teresa qui ne sonnait pas vrai. Javier la connaissait suffisamment pour savoir quand elle mentait et elle cachait définitivement quelque chose. Teresa, s'est-il passé quelque chose ? Non, monsieur. J'ai simplement pensé que ce serait mieux. Javier l'étudia un long moment. Il pouvait voir la tension dans ses épaules, la façon dont elle évitait son regard, la manière nerveuse dont elle jouait avec son tablier. Jeudi, elle viendra. Teresa hésita un instant de trop. Non, monsieur, je ne crois pas. Cette nuit-là, Javier resta éveillé en pensant à la conversation avec Teresa. Quelque chose n'allait pas. Teresa n'agirait jamais ainsi sans une raison puissante et la seule raison qu'il pouvait imaginer était ses parents, plus spécifiquement sa mère. Jeudi, Émilie n'apparut pas non plus. Javier passa tout l'après-midi dans la salle de musique,
jouant seul les mélodies qu'il avait apprises avec elle, ressentant le vide que son absence créait. Quand vint le vendredi et qu'Émilie n'était toujours pas là, Javier prit une décision. Il ne pouvait pas simplement l'accepter. Il ne pouvait pas laisser une amitié si spéciale se terminer sans même comprendre pourquoi. Il savait exactement dans quel système il vivait. Il connaissait les règles non écrites, les barrières sociales, les préjugés que sa famille portait comme des médailles d'honneur. Mais Émilie lui avait appris que la musique ne connaissait pas de barrières, que la vraie amitié était trop rare pour être gâchée et il n'allait pas se taire. Pas cette fois. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Émilie avait disparu de la vie de Javier et chaque jour semblait plus long que le précédent. Il tenta de maintenir sa routine normale, cours de français, pratique du piano, dîner formel avec ses parents, mais rien ne parvenait à combler le vide que son absence avait créé. Dans la salle de musique, le silence était assourdissant. Javier s'asseyait au piano et tentait de jouer les mélodies qu'ils avaient créées ensemble, mais elles sonnaient vides, incomplètes. C'était comme essayer de converser seul. Techniquement possible, mais sans aucun sens. Teresa continuait de travailler au manoir, mais elle était différente. Ses sourires étaient forcés. Elle évitait de regarder directement Javier et il y avait une tristesse dans ses yeux qu'elle tentait de cacher, mais n'y parvenait pas. Javier avait tenté de lui parler plusieurs fois, mais Teresa changeait toujours de sujet, cherchant une excuse pour s'éloigner. Il était évident que quelque chose s'était passé, quelque chose qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas raconter. Ce mercredi matin-là, Javier prit une décision qu'il mûrissait depuis des jours. Il ne pouvait plus vivre avec cette incertitude. Il devait comprendre ce qui était arrivé à Émilie et si Teresa ne le lui disait pas, il le découvrirait par lui-même. Il attendit après le déjeuner, lorsque ses parents se reposaient et que la maison était calme. Puis, discrètement, il sortit par la porte arrière et marcha jusqu'à l'endroit où Teresa étendait le linge. « Teresa » dit-il doucement pour ne pas l'effrayer. Elle se retourna et Javier vit que ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré récemment. « Monsieur Javier » dit-elle, essayant de sourire. « Vous avez besoin de quelque chose ? J'ai besoin que vous me disiez où vit Émilie. » Le sourire disparut instantanément du visage de Teresa. « Monsieur, l'adresse, où vivent-elles, monsieur Javier ? Je ne crois pas que... » Teresa. Javier fit un pas de plus, sa voix ferme, mais aimable. « S'il vous plaît, donnez-moi juste l'adresse. » Teresa regarda autour d'elle nerveusement, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un l'écoute. « Je ne peux pas, monsieur. Ce serait inapproprié. » Inapproprié selon qui ? Teresa ne répondit pas, mais Javier vit la réponse dans ses yeux, sa mère. Évidemment sa mère était derrière tout ça. « Teresa, Émilie est mon amie. Je ne vais pas simplement oublier qu'elle existe parce que quelqu'un a décidé que notre amitié est gênante. Monsieur, s'il vous plaît, ne me demandez pas ça. » Rue des Travailleurs, 847, dit une voix derrière eux. Javier et Teresa se tournèrent. Margarita était debout à la porte de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. « Margarita » murmura Teresa horrifiée. « Cette fillette a un don » dit Margarita, ignorant le regard de reproche de Teresa. « Et les dons ne doivent pas être gaspillés pour des bêtises sociales. »« Margarita, vous ne comprenez pas. Si Madame Serrano l'apprend. »« Madame Serrano ne l'apprendra pas, » dit Margarita fermement, à moins que quelqu'un ne le lui dise. Teresa regarda entre Margarita et Javier, clairement partagée. « Rue des Travailleurs 847, » répéta Javier. « Merci, Margarita. » Il sortit avant que Teresa ne puisse protester à nouveau. Le quartier où vivait Émilie était à environ 3 kilomètres du manoir, mais il semblait être dans un monde complètement différent. Les maisons étaient petites et simples, collées les unes aux autres, avec de petits jardins à l'avant où les enfants jouaient dans la rue. Javier n'avait jamais été dans un quartier comme celui-là. C'était propre et ordonné, mais définitivement modeste. Les gens qu'il voyait dans les rues le regardaient avec curiosité. Ses vêtements chers et sa démarche montraient clairement qu'il n'appartenait pas là. Il trouva la rue des Travailleurs sans difficulté et marcha lentement, cherchant le numéro 847. Quand il le vit enfin, son cœur se serra. Émilie était assise sur le trottoir devant une petite maison en briques apparentes, portant le même t-shirt jaune qu'elle avait mis le premier jour où ils avaient joué ensemble. Elle était concentrée sur quelque chose au sol, penchée sur un petit projet que Javier ne pouvait pas bien voir. Il s'approcha lentement, ne voulant pas l'effrayer. Quand il fut plus près, il vit ce qu'elle faisait et sentit une boule dans la gorge.
Émilie dessinait des partitions sur le sol avec des bâtons, de petites lignes parallèles tracées dans la terre avec des petits cailloux placés comme s'ils étaient des notes de musique. Elle déplaça un petit caillou de quelques centimètres et inclina la tête comme si elle écoutait la musique que seule elle pouvait entendre. « Bonjour, Émilie, » dit Ravière doucement. Émilie leva les yeux, surprise. Quand elle vit qui c'était, ses yeux s'écarquillèrent de stupéfaction. « Ravière, » dit-elle, se levant rapidement. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis venu te voir. » Il s'agenouilla près du dessin au sol. « C'est de la musique. » Émilie hocha la tête, soudainement timide. « J'essaie de me souvenir de la chanson de la pluie que tu m'as apprise, mais sans piano, c'est difficile. » Ravière regarda les petites partitions de terre et de bâton et sentit quelque chose se briser en lui. Là se trouvait Émilie, créant de la musique avec les ressources qu'elle avait parce que la vraie musique lui avait été arrachée. « Émilie, » dit-il, la regardant directement dans ses yeux bleus. « Tu m'as manqué. » Émilie baissa les yeux. « Toi aussi tu m'as manqué, mais maman a dit que je ne pouvais plus aller chez toi. » « Pourquoi ? » Elle a dit que ce n'est pas bien qu'un patron soit ami avec la fille de l'employé. Émilie donna un coup de pied à un petit caillou. Elle a dit que nous vivons dans des mondes différents et que je dois comprendre ma place. Ravière sentit la colère monter dans sa poitrine. Non pas contre Émilie, ni contre Teresa, mais contre le stupide système qui créait ces barrières absurdes. « Émilie, regarde-moi, » dit-il. Elle leva les yeux. « Ça m'est égal. Ça m'est égal si tu es la fille de l'employé et que je suis le fils du patron. Les mondes différents et les places sociales m'importent peu. » Ravière prit ses petites mains. « Tu es mon ami, une des meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées et tu me fais du bien. Vraiment, vraiment, tu m'as appris que la musique est question de sentiments, pas de technique. Tu m'as appris que l'amitié peut exister entre des personnes de tout âge. Tu m'as fait me souvenir pourquoi j'ai commencé à jouer du piano. » Émilie sourit pour la première fois depuis qu'il était arrivé. « Mais maman a dit. »« Ta mère a peur, » dit Ravière gentiment. « Elle a peur de perdre son travail, peur de causer des problèmes, mais cela ne signifie pas qu'elle a raison à propos de notre amitié. » Émilie réfléchit un instant. « Que pouvons-nous faire ? Veux-tu rejouer du piano avec moi ? » « Je veux, » dit Émilie sans hésiter, plus que tout. « Alors je veux que tu reviennes, mais maman ne me laissera pas, laisse-moi lui parler. » Ravière se leva. « Elle est à la maison ? » « Oui, mais Ravière. » Émilie lui retint la main. « Et si ta mère l'apprend ? » Maman a dit que Madame Serrano ne m'aime pas, Ravière s'arrêta. Il savait qu'Émilie avait raison. Sa mère était définitivement derrière tout ça. Mais cela n'allait pas l'arrêter. « Émilie, tu te souviens quand nous avons créé notre chanson ensemble ? Celle que nous seuls savions jouer. » « Je me souviens. » « Tu te souviens à quel point c'était spécial ? À quel point ça semblait juste ? » Émilie hocha la tête. Certaines choses dans la vie sont trop importantes pour être sacrifiées par peur. Ravière s'agenouilla à nouveau. « Notre amitié est l'une de ces choses. » « Tu es sûr ? » « Je le suis. » Ravière sourit. « De plus, tu as encore beaucoup à m'apprendre sur la musique. » Émilie rit. « Et toi tu as beaucoup à m'apprendre aussi. Alors, nous sommes d'accord ? » Nous le sommes. Ravière regarda la maison derrière Émilie. « Puis-je parler à ta mère ? » Émilie hésita. Elle a été très triste ces derniers temps. Je crois qu'elle aussi regrette nos rencontres musicales. Pourquoi penses-tu ça ? Parce que chaque mardi et jeudi, elle regarde l'horloge à l'heure où nous avions l'habitude de jouer ensemble et parfois je l'entends fredonner les chansons que tu m'as apprises. Cela confirma ce que Ravière soupçonnait. Teresa n'avait pas retiré Émilie du manoir par choix, elle l'avait fait parce qu'on l'Y avait forcé. « Émilie, ta mère t'a-t-elle raconté exactement ce qui s'est passé ? » Émilie secoua la tête. Elle a seulement dit qu'elle pensait que c'était mieux que je n'y aille plus, mais je l'ai vue pleurer dans la salle de bain après. Ravière sentit sa poitrine se serrer encore plus. Teresa souffrait autant qu'Émilie, mais elle n'avait pas le choix, ou du moins elle croyait ne pas l'avoir. « Je vais lui parler, » dit Ravière décidée, « et je vais arranger les choses. » « Tu le promets ? » ?»« Je le promets. » Émilie sourit et serra rapidement Ravière dans ses bras. « Je savais que tu viendrais me chercher. »« Comment le savais-tu ? » ?»« Parce que les vrais amis ne s'abandonnent pas les uns les autres. » Ravière sourit.
Une autre leçon qu'Émilie lui avait apprise sans même s'en rendre compte. Ils marchèrent ensemble jusqu'à la porte de la maison. Émilie un peu nerveuse, Javier décidé. Il savait que la conversation avec Teresa ne serait pas facile, mais il savait aussi qu'il ne pouvait pas abandonner. Émilie méritait la musique, méritait l'amitié, méritait que ses talents soient reconnus et développés, et il n'allait pas laisser de stupides préjugés empêcher cela, quoi qu'il en coûte. La conversation de Javier avec Teresa dura près d'1 heure. Il trouva une femme brisée, effrayée, mais qui aimait toujours sa fille par-dessus tout. Teresa avait résisté, elle lui avait expliqué les risques, elle avait pleuré en lui racontant la menace de Madame Serrano. Mais quand Javier lui expliqua combien Émilie comptait pour lui, quand il lui promit qu'il trouverait un moyen de protéger son travail, quand il lui démontra qu'il était prêt à affronter sa propre famille pour leur amitié, Teresa finit par céder. 1 semaine, dit-elle, les larmes coulant sur son visage mince. Si quelque chose tourne mal dans 1 semaine, Émilie ne reviendra plus et vous promettez de ne raconter à personne notre conversation. Je le promets, dit Javier, sachant qu'il faisait une promesse qu'il ne pourrait peut-être pas tenir. Et vous promettez que si votre mère l'apprend, vous ne laisserez pas qu'elle nous nuise davantage? Teresa, je vous protégerai de tout. La femme l'étudia un long moment, voyant quelque chose dans les yeux verts du jeune homme qui la convainquit qu'il était sérieux. D'accord, mais nous devons être encore plus prudents maintenant. Le jeudi suivant, Émilie était de retour dans la salle de musique. Elle entra lentement, presque avec méfiance, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un apparaisse à tout moment pour la chasser à nouveau. Ses yeux bleus parcoururent l'environnement, vérifiant chaque recoin, chaque ombre. Tu n'as pas à avoir peur, dit Javier gentiment, remarquant son hésitation. Tout va bien? Tu es sûre, demanda Émilie, sa petite voix. Maman a dit que si quelqu'un nous revoit ensemble. Émilie, regarde-moi. Elle leva les yeux. Je ne laisserai rien t'arriver à toi ni à ta mère. Je le promets. Émilie étudia son visage à la recherche de signes de doute, mais ne trouva que de la sincérité. D'accord, dit-elle finalement, souriant. Je te fais confiance. Émilie s'approcha du piano comme on s'approche d'un ami cher après une longue séparation. Elle posa ses petites mains sur les touches et soupira profondément, comme si elle respirait pour la première fois depuis des semaines. Tu m'as tellement manqué, murmura-t-elle, caressant les touches avec révérence. Moi aussi, plus que tu ne l'imagines. Ils commencèrent par jouer la chanson de la pluie qu'Émilie avait tenté de recréer avec des bâtons. Cette fois, elle se souvenait de chaque note parfaitement, comme si le temps loin du piano n'avait fait qu'intensifier sa mémoire musicale, mais il y avait quelque chose de différent dans son toucher. Tu as progressé, observa Javier, réellement surpris. Beaucoup. Comment ai-je pu progresser si je n'ai pas joué du piano depuis 2 semaines? Je ne sais pas, mais tu as progressé. Il y a quelque chose de différent dans ton toucher, de plus profond. Émilie réfléchit un instant, les sourcils froncés de concentration. Je crois que c'est parce que maintenant je sais ce que c'est que d'être sans musique. Alors chaque note devient plus importante. L'observation frappa Javier comme un éclair. C'était exactement ça. Émilie jouait maintenant avec une urgence, une gratitude qui n'existait pas auparavant. Chaque moment musical était traité comme un cadeau précieux qui pouvait lui être enlevé à tout moment. C'est comme si la musique était devenue plus nécessaire pour toi, dit-il. Oui, s'anima Émilie. Durant les 2 semaines sans jouer, je sentais comme s'il me manquait une partie de moi, comme si je ne pouvais pas bien respirer. Et maintenant je suis à nouveau complète. Ils passèrent tout l'après-midi à jouer. Émilie montra à Javier comment elle avait pratiqué mentalement pendant les 2 semaines d'absence, imaginant les mélodies et bougeant les doigts dans l'air. Elle avait créé des exercices avec des morceaux de bois à la maison, simulant des touches pour maintenir la coordination. Javier fut fasciné par sa capacité à maintenir la musique vivante, même sans instrument. Tu es incroyable, Émilie. Connais-tu un adulte qui aurait cette discipline? Papa disait toujours que la vraie musique vit ici. Émilie désigna son cœur. Pas dans les doigts. Alors même sans piano, la musique continuait de grandir en moi. Grandir comment? Devenir plus forte, plus claire. C'est difficile à expliquer. Émilie tenta de trouver les mots. C'est comme si en ne pouvant pas jouer, j'avais appris à mieux écouter. Veux-tu essayer une nouvelle chanson? Demanda Javier quand ils eurent fini de jouer toutes les mélodies qu'Émilie avait mémorisées. Oui. Laquelle? Une chanson sur l'amitié,
mais pas comme celle que ton père a inventée, une différente. Javier commença à jouer une mélodie qu'il avait composée pendant les 2 semaines où Émilie avait été absente. C'était une chanson qui parlait de connexion transcendant les barrières, de trouver quelqu'un qui comprenait ton âme, de lutter pour maintenir ces connexions même quand le monde tentait de les séparer. Émilie écouta en silence, absorbant chaque note, chaque changement harmonique. Quand Javier eut fini, elle avait des larmes dans les yeux. « C'est à propos de nous », demanda-t-elle d'une voix émue. « C'est à propos de nous, de notre amitié, de la façon dont nous devons parfois nous battre pour les choses importantes. C'est la plus belle chanson que j'ai jamais entendue. Puis-je l'apprendre ? Bien sûr, mais elle est un peu plus difficile que les autres. Ce n'est pas grave, je veux l'apprendre. Je veux jouer notre chanson. Javier commença à enseigner la chanson à Émilie note par note. Il avait raison, elle s'était améliorée. Sa capacité à absorber de nouvelles musiques était plus aiguisée, comme si le temps d'absence avait intensifié tous ses sens musicaux. Tu apprends plus vite qu'avant, observa Javier impressionné. C'est parce que cette chanson est spéciale, c'est notre histoire. Pendant qu'ils jouaient, perdus dans leur création musicale, aucun des deux ne remarqua la silhouette silencieuse dans le couloir. Madame Serrano était descendue chercher un livre à la bibliothèque lorsqu'elle entendit le son du piano depuis la salle de musique. Au début, elle pensa que c'était juste Javier qui pratiquait sa routine quotidienne, mais il y avait quelque chose dans la musique qui la fit s'arrêter. 2 pianos, 4 mains et l'une des mélodies étaient jouées avec la légèreté caractéristique d'une enfant. Émilie était de retour. Madame Serrano sentit une froide colère monter dans sa poitrine. Elle avait donné des instructions très claires à Teresa, très claires. Elle avait fait des menaces spécifiques et pourtant, d'une manière ou d'une autre, la fillette était de nouveau là. Cela signifiait que Teresa avait désobéi délibérément à ses ordres. Pire encore, cela signifiait que Javier était probablement impliqué dans la décision. Elle se positionna là où elle pouvait voir l'intérieur de la salle sans être vue. Ce qu'elle vit confirma ses pires craintes. Javier et Émilie étaient assis côte à côte sur le tabouret du piano, jouant ensemble comme s'ils étaient égaux. Pire que ça, Javier semblait lui apprendre une nouvelle chanson avec la patience et le soin que l'on consacrerait à un élève spécial, encore égal. Madame Serrano observa la façon dont son fils regardait Émilie, la façon dont il souriait quand elle réussissait un passage difficile, la façon dont il la traitait avec un respect et une affection qu'elle ne lui avait jamais vu montrer pour aucun de ses pairs de la haute société. Pire encore, elle vit comment Émilie réagissait. La fillette n'agissait pas comme une employée en présence d'un patron. Elle riait naturellement, faisait des suggestions musicales, corrigeait gentiment quand Javier se trompait en quelque chose. Elle se comportait comme une égale. Ce n'était pas seulement une fillette qui jouait du piano, c'était une amitié réelle, profonde, qui signifiait clairement beaucoup pour Javier. Et cette perception l'enragea encore plus. Une chose était de tolérer la première performance d'Émilie à la fête comme un moment isolé, une curiosité passagère. Elle avait tenté de résoudre la situation discrètement en parlant à Teresa, mais ça, c'était différent. C'était son fils qui s'attachait à quelqu'un de complètement inapproprié, quelqu'un qui pourrait l'influencer de manière qu'elle ne pouvait pas contrôler, quelqu'un qui le faisait déjà remettre en question les règles sociales qu'elle avait passé 20 ans à essayer de lui enseigner. Elle observa pendant quelques minutes de plus, son indignation grandissant à chaque rire partagé, à chaque moment de complicité musicale. Quand elle vit Émilie apprendre quelque chose à Javier, la fille de l'employé enseignant à l'héritier Serrano, corrigeant sa technique comme si elle avait l'autorité de le faire, elle faillit intervenir sur le champ. Mais non, cela devait être résolu de manière définitive et permanente. Madame Serrano fit demi-tour et monta les escaliers en silence, son esprit déjà en train d'élaborer un plan. Teresa avait désobéi à ses ordres directs. Elle avait permis à sa fille de revenir après avoir été clairement instruite de la tenir à l'écart. Cela ne pouvait plus être toléré. De plus, il était clair que Javier était impliqué. Il avait probablement convaincu Teresa de ramener Émilie. Cela signifiait qu'il travaillait activement contre les décisions de la famille. Cela devait cesser immédiatement. Dans la salle de musique, Javier et Émilie continuèrent de jouer jusqu'à la fin de l'après-midi, complètement inconscients d'avoir été observés. Quand vint l'heure pour Émilie de partir, tous deux étaient radieux. Jeudi encore, demanda Émilie, comme elle le faisait toujours. Jeudi, confirma Javier, souriant. Et d'ici là, pratique mentalement la nouvelle chanson. Je vais pratiquer tous les jours. Émilie sortit en courant pour retrouver sa mère,
qui l'attendait nerveusement en cuisine. Teresa avait passé tout l'après-midi tendu, craignant qu'à tout moment quelqu'un n'apparaisse pour les chasser. Javier resta quelques minutes de plus dans la salle de musique, jouant doucement la mélodie qu'ils avaient créée ensemble. Il était parfaitement heureux à ce moment-là, planifiant les prochaines chansons qu'il enseignerait à Émilie, pensant à la façon dont leur amitié se développait. Il ne savait pas que ce serait la dernière fois qu'Émilie jouerait du piano dans cette salle. Le lendemain matin, Javier se réveilla tard, comme il le faisait toujours les vendredis. Il descendit prendre son petit déjeuner vers 10 heures, sifflant la mélodie qu'il avait créée pour Émilie, espérant trouver la maison dans sa routine normale. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'air, une tension qu'il ne pouvait identifier. Margarita était seule en cuisine, préparant le café avec une expression sombre que Javier n'avait jamais vue auparavant. Ses mouvements étaient plus brusques que d'habitude et elle évitait de le regarder directement. « Bonjour, Margarita, dit-il, se servant un jus d'orange. Où est Teresa ?» Margarita laissa ce qu'elle faisait et se retourna lentement. Javier vit quelque chose dans ses yeux qui lui fit ressentir un frisson dans l'estomac. « Monsieur Javier, Teresa ne travaille plus ici. » Le verre faillit glisser de la main de Javier. « Comment ça non ? Elle a été licenciée hier soir. » Licenciée ? Javier sentit son estomac se nouer. Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Margarita regarda autour d'elle nerveusement, comme si elle s'attendait à ce que quelqu'un l'écoute. Je crois qu'il vaut mieux que vous en parliez avec votre mère. Margarita, dites-moi ce qui s'est passé, s'il vous plaît. Je ne peux pas, monsieur Javier, mais... Elle hésita. C'était juste après qu'elles aient fini de jouer hier. Le monde de Javier s'effondra. Ils avaient été découverts. Javier sortit en courant de la cuisine et trouva sa mère dans le salon, prenant le thé et lisant un journal comme si rien ne s'était passé. Elle était impeccablement vêtue et maquillée. Une image de calme qui contrastait violemment avec la tempête que Javier sentait grandir en lui. « Maman, dit-il, essayant de garder une voix calme. Margarita dit que Teresa a été licenciée. Madame Serrano ne leva pas les yeux du journal. C'est exact. Pourquoi ? Teresa est une excellente employée. Margarita loue toujours son travail. Elle n'a jamais rien fait de mal. Madame Serrano posa finalement le journal de côté avec précaution et regarda Javier avec ses froids yeux bleus. Javier, Teresa a été clairement informée de certaines limitations. Elle a choisi d'ignorer ses instructions. Javier sentit une colère familière monter dans sa poitrine. Cela a à voir avec Émilie. Oui. Maman, Émilie n'est qu'une fillette. Émilie est la fille d'une employée qui ne connaît pas sa place. Madame Serrano laissa le journal de côté soigneusement. Et il semble que toi aussi, tu aies oublié la tienne. Ma place ? Javier, tu es un Serrano. Tu as des responsabilités, des attentes. Tu ne peux pas te mêler à n'importe qui. Émilie n'est pas n'importe qui. La voix de Javier sortit plus forte qu'il ne l'avait voulu. Elle est talentueuse, intelligente, gentille. Elle est la fille d'une employée. Et alors ? Madame Serrano se leva brusquement, son calme se fissurant enfin. Et alors, Javier ? Ne comprends-tu pas les implications de ce qui se passait hier ? Tu lui apprenais le piano comme si elle était ton égale, comme si elle avait le droit d'être là. Elle a le droit d'être où elle veut. Non, elle ne l'a pas, la voix de Madame Serrano monta d'un ton. Javier, ne vois-tu pas où cela mène ? Hier, elle jouait du piano. Bientôt, elle serait assise à notre table, allant à la piscine, traitée comme un membre de la famille. Où cela finirait-il ? Nous n'aurions plus aucun contrôle. Je ne vois aucun problème à cela. Tu ne vois aucun problème. Madame Serrano rit, mais il n'y avait aucune joie dans le son. Javier, nous ne pouvons pas permettre aux employés de croire qu'ils peuvent élever leurs enfants comme s'ils étaient nos égaux. Si nous faisons cela, nous perdrons tout contrôle. Notre position sociale, notre autorité, tout s'effondrerait. Javier regarda sa mère comme s'il la voyait pour la première fois. Tu parles d'une fillette de 5 ans. Je parle de principe, d'ordre social, de maintenir chacun à sa place appropriée. Ce n'était pas approprié. La colère de Javier explosa finalement. Maman, tu ne comprends rien. Émilie est mon amie, une vraie amie. Elle est talentueuse. Elle a un don musical rare et spécial.
C'est une fillette douce et intelligente qui n'a jamais fait de mal à personne. Javier, ne. Lui aussi se leva. Tu as renvoyé Teresa parce que tu ne supportes pas l'idée que ton fils soit ami avec quelqu'un que tu considères inférieur. Tu as brisé la vie de 2 personnes à cause de ton stupide préjugé. Ne me parle pas sur ce ton. Je parlerai sur le ton que je veux. Javier tremblait de colère. Émilie m'a appris plus sur la musique, sur l'amitié, sur la façon d'être une personne décente en quelques semaines que toute notre société en 20 ans. Madame Serrano pâlit. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je sais exactement ce que je dis. Javier se dirigea vers la porte. Et je sais exactement ce que je vais faire. Où vas-tu? Je vais les chercher. Je vais m'excuser d'appartenir à une famille qui traite les bonnes personnes comme des déchets jetables. Javier, si tu sors de cette maison maintenant. Quoi? Javier se retourna à la porte. Tu vas me déshériter? Me chasser aussi? Fais ce que tu veux, maman, mais je ne vais pas rester ici à faire semblant d'être d'accord avec ça. Il sortit en claquant la porte, laissant Madame Serrano, seule dans le salon, tremblante de colère et de choc. Javier n'avait pas menti. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Il allait trouver Émilie et Teresa, il allait s'excuser et il allait trouver un moyen de réparer le tort que sa famille avait causé, parce que certaines choses étaient trop importantes pour être sacrifiées par préjugés et orgueil, et son amitié avec Émilie était définitivement l'une d'entre elles. Javier marcha dans les rues du quartier ouvrier avec un mélange de détermination et de nervosité grandissant dans sa poitrine. Le chemin vers la maison d'Émilie lui semblait plus long cette fois, chaque pas chargé du poids de la culpabilité qu'il ressentait. Ces mots à sa mère résonnaient encore dans son esprit, mais maintenant il semblait vide face à la réalité de ce qui s'était passé. Il avait promis de protéger Émilie et Teresa. Il avait promis qu'il ne leur arriverait rien de mal et il avait complètement échoué. La rue des Travailleurs était plus fréquentée que la première fois. Les enfants jouaient dans la rue, les femmes conversaient aux portes de leur maison. Les hommes rentraient du travail avec des visages fatigués mais souriants. C'était un monde différent de celui qu'il connaissait, plus simple, plus authentique, où les gens se saluaient par leur nom. Quand il arriva au numéro 847, Javier s'arrêta un instant, observant la petite maison en briques apparentes. Il y avait quelque chose de différent maintenant. Les rideaux étaient fermés, il n'y avait pas de fleurs aux fenêtres comme il l'avait vu auparavant, et le petit jardin de devant semblait abandonné. Il prit une profonde inspiration et frappa à la porte. Des pas hésitants se firent entendre. Javier entendit Teresa demander « Qui est là ?» à travers la porte fermée. « Teresa, c'est Javier. » Il y eut un long silence. Puis, lentement, la porte s'entr'ouvrit. Teresa apparut dans l'interstice, ses yeux bleu-rouge et gonflés comme si elle avait pleuré pendant des heures. Quand elle vit Javier, son expression se transforma en un mélange de surprise, de honte et de quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Monsieur Javier, dit-elle d'une voix rauque, qu'est-ce que vous faites ici? Puis-je entrer? J'ai besoin de vous parler. » Teresa hésita, regardant en arrière comme si elle vérifiait quelque chose. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. »« S'il vous plaît, Teresa, juste quelques minutes. » Après un instant qui parut éternel, Teresa ouvrit complètement la porte et lui fit signe d'entrer. La maison était petite, mais ordonnée, avec des meubles simples et propres. Les murs étaient décorés de dessins qu'Émilie avait clairement faits. De petites œuvres d'art enfantines représentant des pianos, des notes de musique et des figures qui semblaient être elle et son père jouant ensemble. Émilie était assise sur le sol du salon, entourée de livres de coloriage et de crayons. Mais elle ne coloriait pas, elle regardait simplement les pages blanches avec une expression vide qui brisa le cœur de Javier. Quand elle le vit, ses yeux s'illuminèrent un instant, mais la lumière s'éteignit à nouveau. « Bonjour, Javier, dit-elle à voix basse. « Bonjour, Émilie. » Teresa désigna le petit canapé. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Javier s'assit et Teresa occupa la chaise en face, gardant ses distances. Émilie continua sur le sol, mais Javier remarqua qu'elle prêtait attention à chaque mot. « Teresa, » commença Javier, sa voix chargée d'émotion. « Je suis vraiment désolé, madame. Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. Ma mère ne voit pas les choses comme moi. J'aurais dû vous protéger. » Teresa baissa les yeux. Monsieur ne pouvait pas savoir. Elle, si. Javier se pencha en avant. Je savais que ma mère n'approuvait pas notre amitié. Je savais qu'elle avait des préjugés.
J'aurais dû être plus prudent. J'aurais dû trouver un moyen de les garder en sécurité. Monsieur Ravière, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas votre responsabilité de nous protéger. Mais si. La voix de Ravière devint plus ferme. Émilie et mon ami et les amis se protègent les uns les autres. Teresa le regarda un long moment avec les yeux larmoyants. Je vous remercie pour vos paroles, monsieur, vraiment. Mais je crois qu'il vaut mieux que nous nous éloignions. Nous avons déjà perdu le travail. Je veux juste protéger ma fille. La protéger de quoi? De plus de déception, de s'attacher à des choses qu'elle ne peut pas avoir. Teresa s'essuya les yeux du revers de la main. Émilie a passé toute la nuit d'hier à demander quand il rejouerait du piano. J'ai dû lui expliquer que cela n'arriverait plus. Du sol, Émilie leva les yeux. Maman a dit que les gens comme nous ne peuvent pas être amis avec les gens comme toi. Les mots d'Émilie frappèrent Ravière comme un coup de poing dans l'estomac. Émilie, ce n'est pas vrai. Non. La fillette se leva et marcha jusqu'à l'endroit où il était assis. Alors, pourquoi je ne peux plus jouer du piano avec toi? Ravière regarda entre Émilie et Teresa, cherchant les mots justes. Parce que certains adultes croient qu'il y a des règles stupides sur qui peut être ami avec qui, mais ces règles sont fausses. Alors, pourquoi devons-nous les suivre? La simple question d'Émilie contenait une vérité profonde que Ravière ne savait pas comment expliquer. Comment expliquer à une fillette de 5 ans que le monde était injuste? Qu'il existait des personnes qui jugeaient les autres par l'argent qu'elles avaient ou par le travail qu'elles faisaient. Émilie, l'appela Teresa gentiment. Va jouer un petit moment dans ta chambre. J'ai besoin de parler avec monsieur Ravière. Émilie hésita, mais obéit. Et plus elle s'attachera à des choses qu'elle ne peut pas avoir, plus elle souffrira. Mais elle peut les avoir, Teresa. Émilie a du talent, elle a un don qui ne sert à rien si elle n'a pas d'opportunité. Teresa se tourna vers lui. Monsieur Ravière, je n'ai pas d'argent pour payer des cours de piano à Émilie. Je peux à peine payer la nourriture et le loyer. Et maintenant, sans travail. Sa voix se brisa et Ravière vit des larmes commencer à couler sur son visage. Je trouverai un autre travail, dit Teresa, essayant de se reprendre. Mais en attendant, Émilie devra comprendre que la musique n'est qu'un joli rêve, pas une réalité possible pour elle. Ravière se leva brusquement. Non, ce n'est pas juste. Ce n'est peut-être pas juste, mais c'est la vérité. Teresa, donnez-moi 5 minutes, juste 5 minutes. Ne partez nulle part. Ne prenez aucune décision. Attendez-moi ici. Teresa le regarda, confuse. Monsieur. Attendez-moi juste, s'il vous plaît. Ravière sortit de la maison presque en courant, laissant Teresa complètement confuse dans le salon. Il avait une idée qui s'était formée dans son esprit pendant la conversation, grandissant jusqu'à devenir une certitude absolue. Il ne pouvait pas changer la façon de penser de sa mère. Il ne pouvait pas annuler ce qui s'était passé, mais il pouvait faire quelque chose de concret pour aider. Ravière marcha rapidement jusqu'à trouver une cabine téléphonique et appela sa banque personnelle. Il avait un compte personnel depuis l'âge de 18 ans, alimenté par une généreuse allocation et des investissements que son père avait fait en son nom. Il n'avait jamais utilisé l'argent pour quelque chose d'important, seulement pour des dépenses superflues qui semblaient maintenant dénuées de sens. « Je veux créer un fonds, dit-il au gérant. Un fonds éducatif au nom d'Émilie Rose. Je veux qu'il couvre une école privée, des cours de musique, le transport, le matériel scolaire, tout ce dont elle a besoin. » Le gérant posa plusieurs questions sur les montants et les délais. Ravière répondit à toutes sans hésiter. Il voulait que le fonds soit suffisamment généreux pour couvrir tout ce dont Émilie aurait besoin jusqu'à ses 18 ans, y compris l'université si elle le souhaitait. Je veux aussi créer un fonds séparé pour sa mère, Teresa Rose, ajouta Ravière, un montant mensuel qui garantira leur stabilité financière. Elle pourra chercher du travail sans désespoir. Elle pourra choisir quelque chose qu'elle veut vraiment faire. Quand il eut terminé les appels, Ravière se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il faisait enfin quelque chose de concret, quelque chose qui ferait une réelle différence dans la vie d'Émilie. Il retourna à la maison presque en courant. Teresa ouvrit la porte avec une expression inquiète. « Je pensais que vous ne reviendriez pas, j'ai promis que je reviendrais. » Ravière entra dans le salon où Émilie était de nouveau assise, mais maintenant elle regardait juste le vide. « Puis-je m'asseoir ?» Teresa hocha la tête et ils s'assirent comme avant. « Teresa,
j'ai une proposition pour vous. J'ai créé un fonds éducatif au nom d'Émilie. Ravière parla lentement, voulant que chaque mot soit compris. Il couvrira une école privée, des cours de piano, le transport, le matériel scolaire, tout ce dont elle aura besoin. Teresa pâlit. Monsieur Ravière, je ne peux pas accepter la charité. Ce n'est pas de la charité. Ravière se pencha en avant. Teresa, Émilie est une fillette très spéciale. Ce n'est pas par pitié ni par culpabilité, c'est pour tout ce qu'elle est. Sa compagnie me fait du bien. Elle m'a appris des choses importantes sur la musique, sur l'amitié, sur la façon d'être une meilleure personne. Je veux lui garantir le meilleur. Mais laissez-moi finir. Ravière leva la main gentiment. J'ai aussi créé un fonds pour vous, un montant mensuel qui garantira votre stabilité financière. Vous pourrez chercher du travail sans désespoir. Vous pourrez choisir quelque chose que vous voulez vraiment faire. Teresa tremblait. Monsieur Ravière, c'est très généreux, mais je ne peux pas l'accepter. C'est beaucoup d'argent. Teresa, regardez-moi. Elle leva ses yeux larmoyants. J'ai beaucoup d'argent, bien plus que ce que je ne sais quoi en faire. J'ai dépensé plus en vêtements le mois dernier que ce que vous voyez en un an. Ravière prit ses mains. Laissez-moi utiliser cet argent pour quelque chose qui compte vraiment. Mais pourquoi? Pourquoi feriez-vous cela pour nous? Ravière regarda Émilie, qui écoutait tous les yeux écarquillés. Parce qu'Émilie a un don, un vrai don, rare, spécial. Ce serait un crime de laisser ce don se gaspiller faute d'opportunité. Il se tourna de nouveau vers Teresa. Et parce que vous deux m'avez montré ce qu'est la vraie amitié, cela n'a pas de prix. Teresa commença à pleurer. Pas des larmes de tristesse, mais des larmes de soulagement, de gratitude, d'un espoir qui renaissait. Monsieur Ravière, je ne sais pas quoi dire. Dites que vous acceptez. Dites que vous laisserez Émilie avoir les opportunités qu'elle mérite. Émilie se leva du sol et marcha vers Ravière. Sans dire un mot, elle le serra dans ses bras avec toute la force que ses petits bras pouvaient rassembler. Cela signifie que je peux rejouer du piano? Demanda-t-elle contre sa poitrine. Cela signifie que tu auras ton propre piano, dit Ravière, la serrant à son tour. Et des professeurs et toutes les classes que tu voudras. Émilie s'écarta pour le regarder. Et nous resterons amis? Pour toujours, promit Ravière. Si tu veux. Je veux. Teresa se leva et se joignit à l'étreinte, pleurant et riant en même temps. Merci, murmura-t-elle. Merci de croire en ma fille. Merci de m'avoir permis de la connaître, répondit Ravière. Ils restèrent ainsi un long moment, trois personnes de mondes différents, unies par quelque chose de plus fort que le préjugé, de plus durable que les différences sociales. Quand ils se séparèrent enfin, l'espoir était dans l'air. Émilie souriait pour la première fois depuis des jours. Teresa semblait 10 ans plus jeune et Ravière sentait qu'il avait enfin fait quelque chose de vraiment important de sa vie. Quand puis-je commencer les cours? Demanda Émilie, ses yeux brillants d'émotion. Demain, si tu veux, rit Ravière. Mais d'abord, que dirais-tu si nous jouions un peu ensemble? J'ai apporté la partition d'une nouvelle chanson que je crois que tu aimeras. Émilie applaudit et, pour la première fois depuis que tout s'était effondré, l'avenir semblait à nouveau radieux. L'espoir était revenu pour de bon. 6 mois s'étaient écoulés depuis cet après-midi dans la petite maison de la rue des Travailleurs. Émilie étudiait maintenant dans l'une des meilleures écoles de la ville. Elle avait des cours de piano 3 fois par semaine et possédait un petit piano à la maison, un cadeau de Ravière pour son 6e anniversaire. Le manoir Serrano était à nouveau décoré pour une fête. Cette fois, c'était une célébration du Nouvel An, un événement formel qui réunissait l'élite de la ville. Les lustres scintillaient, des fleurs chères ornaient chaque recoin et les serveurs circulaient avec des plateaux parmi les invités, élégamment vêtus. Ravière se tenait à l'entrée du salon, nerveux, regardant constamment vers la porte principale. Il avait envoyé des invitations spéciales pour Émilie et Teresa, mais il ne savait pas si elles viendraient. Madame Serrano circulait parmi les invités avec son sourire social parfait, mais Ravière remarquait la tension dans ses épaules. Les derniers mois avaient été une trêve silencieuse entre eux. Puis, à 20h30, elles arrivèrent. Émilie entra main dans la main avec Teresa, portant une robe bleu clair que Ravière avait fait faire spécialement pour elle. Ses cheveux blonds étaient coiffés délicatement et elle marchait avec l'assurance qu'elle avait développée au cours des derniers mois. Teresa était élégante dans une simple robe noire, mais ses yeux montraient de la nervosité.
Elle savait que cette soirée serait cruciale. Lorsqu'elles entrèrent dans le salon, les conversations diminuèrent. Les têtes se tournèrent, des yeux curieux les suivirent. Certains invités chuchotaient entre eux, se demandant clairement qui étaient ces personnes. Javier s'approcha immédiatement, souriant. « Vous êtes venu, dit-il soulagé. »« Nous avons promis de venir, » répondit Émilie, faisant une petite révérence comme Teresa le lui avait appris. « Tu es magnifique, Émilie. » Ils circulèrent dans le salon, Javier présentant Émilie et Teresa comme ses amies spéciales. Les réactions variaient. Certains invités étaient cordiaux, d'autres maintenaient une froide courtoisie et certains semblaient clairement mal à l'aise. Émilie se comportait parfaitement, saluant les gens avec éducation, mais sans perdre son naturel enfantin. Elle parlait de ses cours de piano quand on le lui demandait, mentionnant toujours à quel point elle aimait la musique. Madame Serrano observait de loin, son expression impénétrable. Javier remarquait comment elle suivait chaque mouvement d'Émilie, chaque réaction des invités. À mesure que la nuit avançait, Émilie conquit progressivement certaines personnes. Son authenticité et son intelligence étaient impossibles à ignorer, et même certains des invités les plus sceptiques commencèrent à converser avec elle naturellement. Quand la fête était presque terminée, Javier s'approcha du piano à queue au centre du salon. Il frappa délicatement un verre pour attirer l'attention. « Mesdames et messieurs, dit-il, sa voix résonnant dans le salon. Si vous me le permettez, j'aimerais clore cette soirée d'une manière spéciale. » Les conversations cessèrent complètement. Tous les regards se tournèrent vers lui. « Je veux partager le piano avec quelqu'un qui a changé ma façon de voir le monde, » continua Javier, tendant la main en direction d'Émilie. Émilie marcha vers lui d'un pas ferme, sans hésiter. Elle monta sur le tabouret du piano comme si c'était sa place naturelle. Le salon devint complètement silencieux. 200 personnes attendaient. Émilie commença à jouer. C'était la chanson que Javier avait composée pour elle des mois auparavant, la chanson sur l'amitié. Mais Émilie avait ajouté ses propres variations, la rendant encore plus riche et expressive. Ses petites mains se mouvaient sur les touches avec assurance. Des mois d'études formelles avaient perfectionné sa technique, mais son essence musicale restait intacte, pure, honnête, profondément émotionnelle. Après quelques mesures, Javier la rejoignit, mais cette fois il la laissa diriger complètement, suivant son interprétation, admirant la façon dont elle transformait chaque note en quelque chose de spécial. Émilie dirigeait avec son cœur, comme toujours, mais maintenant il y avait quelque chose de plus. Il y avait de la gratitude pour l'opportunité, de la détermination à prouver sa valeur et un amour pour la musique qui s'était approfondi. La musique parlait de voyage, de trouver sa place dans le monde, de personnes qui croient en toi. C'était autobiographique sans être dramatique, puissant sans être prétentieux. Quand ils arrivèrent à la fin, Émilie et Javier jouèrent les dernières notes en parfaite synchronisation. Le silence qui suivit ne dura que quelques secondes. Mais il sembla éternel. Puis le salon éclata en un applaudissement ému. Ce n'étaient pas des applaudissements polis ou obligatoires, c'étaient des applaudissements sincères de personnes qui avaient été véritablement touchées par la musique. Certaines personnes avaient les larmes aux yeux, d'autres applaudissaient debout. Émilie descendit du tabouret et fit une révérence, souriant radieusement. Javier resta à ses côtés, applaudissant sa performance avec tous les autres. De l'autre côté du salon, Madame Serrano observait tout en silence. Pour la première fois depuis des mois, elle n'avait rien à dire. Ses yeux étaient fixés sur Émilie, non pas avec désapprobation, mais avec quelque chose qui ressemblait presque à de la reconnaissance. Elle vit comment les invités s'approchaient d'Émilie après la performance, la félicitant sincèrement, la traitant comme une jeune femme talentueuse. Elle vit comment Javier regardait Émilie avec fierté et affection et comment Émilie lui rendait une amitié pure et vraie. Et pour la première fois, Madame Serrano commença à comprendre que peut-être son fils avait trouvé quelque chose de plus précieux que le statut social. Émilie sourit à Javier, ses yeux brillants de bonheur. Javier lui rendit son sourire, sachant que cette nuit marquait non seulement la fin d'une année, mais le début d'un futur où l'amitié et le talent importaient plus que le préjugé. La musique avait vaincu. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la clochette de notification pour ne pas manquer les prochaines. Laissez votre « j'aime » car cela aide à ce que cette histoire soit recommandée à plus de personnes. À la prochaine histoire.